Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Architecte du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu qui a été édité en 2018 par Garfield Games à l'aide d'une campagne Kickstarter et qui a été traduit en français par Pixie Games. C'est un jeu des auteurs Shem Phillips et S.G. McDonald qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 80 minutes. Le but du jeu sera de marquer le plus de points. Les joueurs vont incarner des architectes qui vont tenter de construire des bâtiments en recrutant des artisans. Ils vont tenter aussi de contribuer à la grande cathédrale pour essayer de marquer le plus de points et gagner la partie. C'est un jeu principalement de placement d'ouvriers avec un petit côté de recrutement de cartes parce qu'on a besoin de certains artisans pour pouvoir construire les 10 bâtiments qui vont nous donner des points ou des pouvoirs pendant la partie. C'est un jeu avec une petite twist aussi dans lequel on peut capturer les ouvriers des autres joueurs pour les envoyer en prison pour l'empêcher d'avoir trop d'ouvriers à la même place et de faire des actions très payantes. Et ça nous permet aussi de faire un peu d'argent en les envoyant en prison. Donc on a un petit côté d'interaction dans un jeu de placement d'ouvriers. Alors, Architecte du Royaume de l'Ouest, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Comme on est lundi, on va aussi vous donner une question du jour pour participer dans le concours du lundi pour le mois de janvier 2022. On va essayer une partie à 2 joueurs sans l'automa. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et à côté de celui-ci, on va faire des réserves avec les différents types de ressources dont le bois, l'argile, la pierre, l'or, le marbre et les pièces d'argent. On va mélanger les cartes marché noir et on va les placer du côté petit marché noir, le côté qui a moins d'icônes de ressources, et on va les placer sur l'emplacement de gauche dans la zone du marché noir du plateau principal. On va mélanger les cartes récompenses et on va en prendre 2 par joueur plus une. Comme on fait une partie à 2 joueurs, on va donc en prendre un total de 5. Et on va se faire une pioche avec ces cartes et on va les placer sur l'emplacement à côté de la cathédrale sur le plateau principal. Les autres cartes récompenses seront remises dans la boîte de jeu. On va se former une réserve avec les cartes de dette qu'on va placer à côté du corps de garde du plateau principal. On va mélanger les cartes d'apprenti et on va les placer à côté du plateau pour former une pioche. Et ensuite, on va révéler face visible les 8 premières cartes apprentis sur les 8 emplacements qui sont dans le bas du plateau principal. On pourra recruter des apprentis en cours de partie pour gagner des pouvoirs instantanés ou des pouvoirs passifs pour le reste de la partie. Et on aura aussi besoin de leurs icônes de compétences pour construire certains bâtiments. On va mélanger les cartes bâtiments et on va former une pioche qu'on va placer à côté de l'atelier sur le plateau principal. Et on va prendre 4 pièces de la réserve et on va les placer dans la zone à côté du bâtiment des impôts. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir son plateau joueur à sa couleur, ainsi que ses 20 ouvriers et 2 marqueurs à sa couleur. Pour une première partie, on vous recommande d'utiliser le côté où il n'y a pas de pouvoirs spéciaux pour chaque personnage et où la mise en place initiale sera la même pour tous. Les joueurs vont prendre leurs 2 marqueurs de leur couleur et vont aller en placer un sous la cathédrale du plateau principal et ils vont placer le deuxième sur la case 7 de la piste de vertu sur le côté du plateau principal. Ensuite, chaque joueur va recevoir 4 cartes bâtiments et on va procéder à un draft de cartes pour construire sa main de départ. Donc, chacun des joueurs va regarder les cartes qu'il vient d'obtenir et vont choisir une de ces cartes qu'ils vont conserver. Ils vont ensuite échanger leurs cartes et les envoyer au voisin de gauche. Vont regarder dans les cartes restantes, vont en choisir une pour ajouter à leur main de départ. Et on va ensuite envoyer les cartes, encore une fois, à notre voisin de gauche. Et on va s'en choisir une 3e. La 4e carte, elle, sera replacée sous la pioche qu'on va replacer sur le plateau principal. Donc, chaque joueur va commencer la partie avec une main de 3 cartes bâtiment. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard, disons que ce sera le joueur rouge. Il va débuter la partie avec 3 pièces, alors que le deuxième joueur, lui, va débuter la partie avec 4 pièces.
Une partie de Architecte du Royaume de l'Ouest se joue à tour de rôle. Les joueurs vont prendre un ouvrier de leur réserve, ils vont aller le placer sur un emplacement du plateau pour effectuer une action. Ils vont pouvoir, entre autres, ramasser différentes ressources, recruter des apprentis, dans le but de bâtir les cartes bâtiments qu'ils ont en main pour marquer des points de victoire et obtenir différents pouvoirs. Ils pourront aussi, si leur vertu est assez haute, contribuer à la construction de la grande cathédrale pour marquer des points et obtenir des récompenses. Mais par contre, si leur vertu est très basse, ils pourront avoir accès aux actions spéciales du marché noir qui leur permettront d'obtenir des ressources plus rapidement. Les joueurs pourront aussi emprisonner les ouvriers des autres joueurs et les capturer pour pouvoir les livrer à la prison et faire de l'argent. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'on ait construit un certain nombre de bâtiments selon le nombre de joueurs en suivant la piste à la maison des corporations. Lorsque tous les emplacements de bâtiments seront pleins, à ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur va prendre un ouvrier dans sa réserve personnelle et va le placer sur un des emplacements du plateau pour effectuer l'action de ce lieu. Il y a 3 types de lieux qu'on peut activer sur le plateau principal. Premièrement, la majorité des lieux vont avoir des grands cercles, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quel nombre d'ouvriers sur ces cercles, peu importe le nombre de joueurs. Et plus on va avoir d'ouvriers de notre couleur sur ce lieu, plus l'action qu'on va effectuer va être puissante. Deuxièmement, on a des actions avec des petits cercles qui sont les 3 actions sur le marché noir. Ce sont des actions où on peut seulement placer un seul ouvrier et lorsqu'il y a un ouvrier de placé à cet emplacement, on ne peut pas en placer un autre tant qu'on n'aura pas libéré ces emplacements. Et finalement, on a les emplacements qui sont à la maison des corporations, sur lesquels on peut placer un ouvrier sur le premier emplacement, donc le plus haut et le plus à gauche de la piste des corporations, ce qui va nous permettre de construire une carte bâtiment de notre main, si on a les ressources et les apprentis qui sont requis, ou bien on peut faire une étape de construction de la cathédrale, si on a les ressources qui sont demandées pour l'étape suivante, pour faire avancer notre marqueur sur la piste de cathédrale, pour marquer des points et obtenir une carte récompense. Dans la maison des corporations, on n'utilisera pas les colonnes qui sont 3, 4, 5 et plus, puisqu'on fait une partie à 2 joueurs. On aura seulement besoin des 3 premières colonnes, et c'est ce qui va déterminer aussi la durée de la partie, puisque lorsqu'on aura rempli tous les emplacements, c'est ce qui va déclencher la fin de celle-ci. Les emplacements d'ouvriers à la maison des corporations sont aussi des emplacements uniques et les ouvriers qui sont placés sur ces emplacements y resteront pour le reste de la partie. Regardons maintenant l'effet des différents lieux sur le plateau principal lorsqu'on va y placer des ouvriers. Commençons avec la forêt, l'atelier d'orfèvre, la carrière et la mine, qui sont les 4 emplacements qui vont nous permettre de ramasser des ressources. Si à mon tour de jeu, je place un ouvrier dans la forêt, je vais gagner une ressource de bois par ouvrier de ma couleur qui se trouve sur ce lieu. Donc ici, je gagnerai une ressource de bois que je vais placer dans ma réserve personnelle. Mais si au prochain tour de jeu, je replace un ouvrier sur la forêt, maintenant j'ai 2 ouvriers de ma couleur, je vais donc gagner 2 ressources de bois pour cette action. C'est le même principe avec la carrière, mais on va gagner plutôt des ressources de pierre. Ensuite, on a l'atelier d'orfèvre qui, lui, va me donner une pièce, plus une pièce par ouvrier. Donc, quand je vais placer mon premier, je vais gagner 2 pièces. Mais si au tour suivant, j'en place un deuxième, à ce moment-là, je vais en gagner une, plus une par ouvrier, ce qui ferait un total de 3 pièces pour cette action. Pour la mine, on a 2 options. On peut soit gagner de l'argile ou gagner de l'or. Donc, si je place un ouvrier, je vais choisir une des 2 options. Pour l'instant, j'ai seulement un ouvrier. Je n'ai pas le choix de prendre l'option de l'argile. Je vais donc gagner une ressource d'argile plus une par ouvrier, ce qui me fait un total de 2 ressources d'argile pour ma réserve personnelle. Au tour suivant, j'ajoute un nouvel ouvrier à cet emplacement. Maintenant, je peux choisir la deuxième option qui est de gagner une ressource d'or par chaque paire d'ouvriers de ma couleur qui se trouve sur ce lieu. Donc, je pourrais gagner une ressource d'or ou je pourrais prendre l'option de l'argile pour gagner un total de 1 plus 1 par ouvrier. Donc, un total de 3 ressources d'argile pour mon action. On peut ensuite placer un ouvrier sur l'entrepôt royal qui va nous permettre de faire certains échanges. On peut effectuer un échange par ouvrier qu'on a sur ce lieu. Donc ici, quand j'en place un, je vais pouvoir faire une fois l'action. Mais si au prochain tour, j'en place un deuxième, à ce moment-là, je pourrais faire 2 fois l'action parmi les 2 qui sont disponibles. La première action, je dois dépenser un total de 2 ressources parmi la pierre, le bois et l'argile
pour pouvoir acheter un point de vertu, ce qui me permettrait de monter de 1 sur la piste de vertu sur le côté du plateau. La deuxième option, quant à elle, on devra dépenser un total de 3 ressources parmi de la pierre et du bois pour pouvoir obtenir une ressource de marbre. On peut ensuite aller faire l'action de l'atelier qui va nous donner 2 options, soit d'aller embaucher une carte apprentie parmi les 8 qui sont face visible sur le plateau principal, soit aller piocher des nouvelles cartes de bâtiment pour ajouter à notre main. Regardons la première option, soit aller recruter une carte d'apprenti. On a le choix en fait des cartes qui sont disponibles selon le nombre d'ouvriers qu'on a placés. Comme c'est mon seul ouvrier, j'ai seulement accès aux 2 premières cartes, donc la première de chacune des 2 rangées. Si au prochain tour je mets un deuxième ouvrier, à ce moment-là, je vais avoir accès jusqu'au endroit où il y a 2 ouvriers, donc je vais avoir accès aux 4 premières et ainsi de suite. Par contre, si on n'a pas assez d'ouvriers, on peut utiliser des pièces d'argent pour pouvoir avoir accès à des cartes qui sont un peu plus loin. Dans ce cas-ci, comme j'ai un seul ouvrier, j'ai seulement accès aux 2 premières cartes, mais si je veux aller acheter la marchande qui est là, je peux décider de placer une pièce d'argent sur toutes les cartes qui sont à sa gauche dans cette rangée. Donc je vais placer une pièce d'argent plutôt sur la tricheuse. Et le joueur plus tard qui va recruter une carte qui possède des pièces sur celle-ci va évidemment les remporter. Ensuite, on doit payer 4 pièces pour pouvoir recruter un apprenti. Et on voit que 2 des symboles de pièces sont rouges au lieu d'être noirs. Ce sont plutôt des pièces qu'on va devoir verser en impôts. Donc, on va dépenser 4 pièces au total, mais on va aller en placer 2 dans les impôts sur le plateau principal et les 2 autres seront retournés dans la réserve générale. Je vais ensuite prendre ma carte de marchande. Je vais la placer dans ma zone de jeu à côté de mon plateau personnel. Certains personnages vont avoir des effets instantané. Ce n'est pas le cas ici de la marchande. On n'a pas de petite icône avec un éclair. Et je vais avoir ce personnage pour le reste de la partie. La plupart des personnages vont nous donner des bonus sur certaines actions du plateau. Dans le cas de la marchande, lorsque je vais aller à l'entrepôt royal, je vais avoir une option supplémentaire qui est de dépenser 2 pièces d'argent pour obtenir une ressource d'or. De plus, les apprentis vont donner accès à des icônes de compétences qui vont nous servir à construire les cartes bâtiments qui sont dans nos mains. Ici, ma marchande a l'icône de la maçonnerie et on en a 2 autres dans le jeu. On a les icônes de carrelage ici en jaune et on a les icônes de menuiserie avec la hache. On a un maximum de 5 cartes apprentis qu'on peut avoir face visible d'engager dans notre zone de jeu. Si jamais on veut en engager un autre et qu'on en a déjà 5, on va devoir en défausser un. Lorsqu'on a terminé notre achat, on va glisser les cartes vers la gauche de la rangée où on a acheté une carte d'apprenti et on va révéler une carte dans l'emplacement qui est libre. Et au prochain tour, si je reviens à l'atelier, mais cette fois-ci que je veux faire la deuxième option, qui est de piocher des cartes de bâtiment, on va toujours piocher une carte de base plus une par paire d'ouvriers. Donc comme c'est mon deuxième ouvrier, ça me ferait un total de 2 cartes bâtiment que je vais pouvoir piocher et placer dans ma main. À la fin de mon tour, je dois garder un maximum de 6 cartes bâtiments dans ma main. Sinon, je devrais en défausser jusqu'à temps que j'ai un total de 6 cartes. On peut ensuite faire une action à l'hôtel de ville pour nous permettre de capturer les ouvriers des autres joueurs pour pouvoir éventuellement les livrer en prison pour faire de l'argent. Lorsqu'on active l'hôtel de ville, on a droit à une capture par ouvrier qu'on a de notre couleur sur cette action. Comme c'est mon deuxième ouvrier dans ce cas-ci, je pourrais effectuer jusqu'à 2 captures. Chaque capture va nous coûter une pièce d'argent. La première capture, ce sera des pièces payées en impôts. Donc, je vais placer ma pièce dans la zone d'impôt du plateau principal. Et pour ma deuxième capture, je vais la verser dans la réserve générale. Lorsqu'on effectue plusieurs captures, généralement, on doit les appliquer au même lieu, sauf dans les parties solo à 2 ou 3 joueurs. À ce moment-là, on peut les faire dans 2 lieux différents. Donc, ma première capture, je pourrais décider de capturer les 3 ouvriers bleus qui sont dans la forêt et les placer dans ma zone de capture de mon plateau personnel. Pour ma deuxième capture, je pourrais encore une fois capturer même mes ouvriers à moi. À ce moment-là, on va seulement les replacer dans notre réserve personnelle. Donc, c'est une façon de récupérer des ouvriers du plateau principal ou je pourrais décider de faire ma capture dans un autre lieu pour capturer des ouvriers de mon adversaire. Comme action, on peut décider de placer un ouvrier au bâtiment des impôts s'il y a au moins une pièce dans la zone d'impôt.
Lorsqu'on va faire cette action, on va récolter toutes les pièces qui sont dans la zone d'impôt du plateau et on va les placer dans notre réserve personnelle. C'est une des seules actions qui n'a pas d'influence sur le nombre d'ouvriers qu'on a pour faire cette action à ce lieu. Et par contre, on va perdre 2 points de vertu en récoltant les impôts, donc on va descendre de 2 sur la piste de vertu. Dans le bas du plateau, on a la zone du marché noir qui possède 3 actions avec des petits cercles. Ce sont des cercles qui peuvent accueillir un seul ouvrier. Donc, si mon joueur rouge décide d'envoyer un ouvrier à cet emplacement-là, il va payer le coût de l'action, qui est de payer une pièce et de perdre 1 point de vertu. Et il va gagner ce qui est écrit sur la carte ici, donc une ressource de marbre. Pour l'action qui est à côté, on doit payer 2 pièces, perdre 1 point de vertu. On peut engager n'importe quel apprenti qui est visible sur le plateau principal, ou bien on peut piocher 5 cartes bâtiment, en garder une des 5 et remettre les autres sous la pioche. Alors que la troisième action du marché noir, on devra payer 3 pièces, perdre 1 point de vertu, et on va gagner ce qui est écrit sur cet emplacement. Ici, c'est présentement 2 ressources de marbre, une ressource de pierre et une ressource de bois. On peut placer des ouvriers sur l'action du corps de garde pour effectuer une des 4 actions disponibles. On peut faire une action par ouvrier qu'on a sur cet emplacement. Comme c'est mon premier, je vais avoir le choix de prendre une des 4 actions. Mais au tour suivant, si j'ai un deuxième ouvrier, à ce moment-là, je peux choisir d'effectuer 2 actions parmi les 4 et je peux effectuer plusieurs fois la même. La première action me permet de prendre les ouvriers qui sont dans ma zone de capture de mon plateau et de les déposer dans la prison. Et chaque ouvrier déposé dans la prison va me donner une pièce en récompense. Donc ici, j'ai livré 5 prisonniers. Je vais donc gagner 5 pièces. La deuxième action me permet de libérer tous les ouvriers de ma couleur qui sont en prison et les replacer dans ma zone personnelle. La troisième action, on a le choix soit de payer 5 pièces, dont 2 qui seront versées en impôts, ou bien de prendre une dette et de perdre 1 point de vertu. Lorsqu'on prend une dette, on va gagner une carte dette dans notre zone de jeu et ça va me permettre de libérer un groupe d'ouvriers qui sont sur le plateau d'un autre joueur et les replacer directement dans notre réserve personnelle. Pour la quatrième action, on va dépenser 6 pièces d'argent, dont 3 qui seront versées en impôts, pour pouvoir rembourser une dette, c'est-à-dire retourner une carte dette de l'autre côté. Puisque quand on les obtient, les cartes dette ont une pénalité de 2 points de victoire qui est visible, mais si on la rembourse, on va la retourner de l'autre côté, on n'aura donc plus la pénalité de points, et en plus on va gagner une récompense. Donc je pourrais dépenser 6 pièces d'argent, retourner ma dette de l'autre côté, on voit qu'il n'y a plus la pénalité de points, et de plus je vais gagner 1 point de vertu, je vais donc avancer de 1 sur la piste de vertu du plateau principal. Le dernier emplacement où on peut placer des ouvriers est dans la maison des corporations. Je vais placer mon ouvrier toujours sur l'endroit disponible le plus haut et le plus à gauche de cette piste. Et comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va ignorer les colonnes 3, 4 et 5 joueurs. On va seulement utiliser les 3 premières colonnes. Cette action va me permettre de faire une des 2 choses suivantes, soit de construire une carte bâtiment de ma main, ou bien d'aller construire une étape de la cathédrale. Les ouvriers qui sont placés à la maison des corporations vont rester à cet endroit pour le reste de la partie. Donc, ce sont des ouvriers qu'on va perdre. Disons que je veux construire un bâtiment. Donc, dans ma main, je vais prendre le bâtiment ici, la fabrique. Pour la construire, je dois avoir un icône de maçonnerie, ce qui est le cas à cause de ma marchande que j'ai achetée plus tôt dans la partie. De plus, je devrais débourser les ressources indiquées sur la carte, donc c'est-à-dire 2 ressources de bois, 2 ressources de pierre et 3 ressources d'or que je vais remettre dans la réserve générale pour pouvoir mettre mon bâtiment de la fabrique en jeu. De plus, c'est un bâtiment avec un éclair, donc un pouvoir instantané lorsque je vais le construire. Je vais gagner 2 ressources de marbre que je vais placer dans ma réserve personnelle. Et à la fin de la partie, ce bâtiment va me rapporter 7 points de victoire. Au tour suivant, je décide de placer un ouvrier, encore une fois, dans la maison des corporations, mais cette fois-ci, je vais aller construire une étape de la cathédrale. Je vais donc regarder où se trouve mon marqueur et je vais devoir payer le coût de l'étape suivante qui est indiquée sur le plateau principal. Donc, pour la première étape de la cathédrale, je dois dépenser une ressource d'or et je dois défausser une carte bâtiment de ma main. Je vais ensuite avancer le marqueur sur la piste de la cathédrale et je vais gagner la prochaine carte récompense. Ici, on voit qu'on gagne une ressource d'or et on va gagner 1 point de vertu. On va donc avancer sur la piste de vertu. Si jamais il n'y a plus de carte récompense, on va gagner simplement la récompense qui est imprimée sur le plateau, qui est toujours de 1 point de vertu.
À la fin de la partie, on va marquer les points pour la cathédrale sur l'emplacement le plus haut qu'on va avoir atteint sur cette piste. Et les emplacements sont limités sur la piste de la cathédrale, donc si un joueur atteint la dernière étape au sommet, les autres joueurs seront bloqués à l'étape qui est juste avant. On ne peut pas avoir 2 pions sur la même case sur la piste de la cathédrale. On a vu que différents effets de jeu pendant la partie peuvent nous faire descendre ou monter sur la piste de Virtue qui est sur le plateau principal. On peut retirer certains avantages à être haut ou bas sur la piste de Virtue, dépendamment de la stratégie qu'on veut faire. Si on descend à certains endroits, donc si par exemple je descends à 4 sur la piste de Virtue, à ce moment-là, je ne peux plus participer à la construction de la cathédrale. Si je descends à 3, de plus, je vais avoir un rabais d'une pièce sur toutes les actions qui doivent payer une pièce à l'impôt. Donc, j'aurai un rabais à ce moment-là d'une pièce. Même chose pour l'étape 2. L'étape 1, je vais avoir plutôt un rabais de 2 pièces sur les actions qui vont demander de l'impôt. Si je suis à 0, j'ai toujours le rabais de 2 sur les actions qui demandent de l'impôt. Et si jamais je perds encore de la vertu, si je suis à 0, je vais gagner une dette pour chaque point de vertu que je devrais gagner. Si au contraire, on monte sur l'échelle de vertu, si je monte à 10, à ce moment-là, je n'ai plus accès aux actions du marché noir du plateau principal. Et pour le reste des étapes, ça va juste me donner un bonus de points à la fin de la partie. Si je suis au bout et que je gagne encore des points de vertu, à ce moment-là, je vais pouvoir défausser des dettes tout simplement pour chaque point de vertu gagné. À la fin de la partie, on va gagner ou perdre des points de victoire selon l'emplacement où on va se trouver. Donc, si on est bas sur l'échelle de vertu, on va perdre des points de victoire, ce qui est dans le petit icône jaune. Alors que si on est élevé, on va plutôt avoir un bonus de points à la fin de la partie. Comme les ouvriers qu'on place sur les emplacements du marché noir ne peuvent pas être capturés, on va avoir une réinitialisation du marché noir qui va s'effectuer à certains moments pendant la partie pour retirer ces ouvriers et mettre à jour le marché noir. Il y a 2 façons de réinitialiser le marché noir. La première, c'est si jamais les 3 emplacements du marché noir sont occupés. À ce moment-là, on va procéder à la réinitialisation de celui-ci. Et la deuxième façon, c'est de recouvrir les icônes où il y a la réinitialisation sur la maison des corporations. Donc, à force de construire des bâtiments, on peut aussi le réinitialiser à cet endroit-là. Lorsqu'une de ces 2 situations va arriver, on va premièrement prendre tous les ouvriers qui sont sur les emplacements du marché noir et on va aller les placer en prison. On va ensuite retourner la carte du petit marché noir et on va la retourner de l'autre côté sur le gros marché noir, ce qui va changer les effets de ces 2 actions au marché noir. Certains apprentis vont avoir des effets bonus lorsque la réinitialisation du marché noir va se faire. Donc, on va pouvoir activer ces effets bonus si on a des apprentis qui en ont dans notre zone de jeu. Ensuite, on va regarder pour tous les joueurs qui ont 3 ouvriers et plus en prison. À ce moment-là, ils vont perdre un point de vertu. Donc, nos 2 joueurs ici vont perdre un point de vertu. Et le joueur qui aura le plus d'ouvriers dans la prison, lui, va recevoir une dette. Donc, ce serait le joueur rouge qui a présentement 6 ouvriers en prison qui va se prendre une carte de dette. Lorsqu'un joueur va placer un ouvrier sur le dernier emplacement disponible à la maison des corporations, ça va déclencher la fin de la partie. Ce joueur ainsi que tous les autres joueurs vont pouvoir effectuer un dernier tour de jeu avant de passer au décompte final. Dans notre dernier tour de jeu, même si les emplacements de la maison des corporations sont tous pleins, on peut quand même effectuer cette action en plaçant un ouvrier sur le côté. Les joueurs ont un rappel des différents scorings de fin de partie sur leur plateau joueur. Premièrement, regardons les valeurs de points de victoire des cartes bâtiments qu'on a réussi à construire dans la partie. J'ai réussi à en faire 3. Premièrement, on va additionner les points qui sont inscrits sur ces cartes. Donc 6 plus 7 plus 5, ça fait 18 points pour mes 3 cartes bâtiments. De plus, certaines cartes bâtiments vont avoir des effets de scoring supplémentaires dans le bas des cartes. C'est le cas du marché de l'argent. Donc ici, on dit que si je suis le joueur avec le plus d'argent restant, je vais gagner 2 points supplémentaires. Donc je vais comparer avec les autres joueurs et je dois être celui qui en a le plus. On ne doit pas être à égalité avec un autre joueur pour remporter ce bonus de points. Ici, ma cabane des carpentiers. Donc, je vais gagner 1 point par icône de menuiserie que j'ai sur mes apprentis. J'en ai 2. Donc, ça va me donner 2 points supplémentaires. Ensuite, on va regarder les points qu'on a marqués à la dernière étape de la cathédrale où on se trouve. Donc, le joueur rouge, je suis à 12 points pour la cathédrale. On va regarder le bonus ou le malus de points sur la piste de vertu. Donc, présentement, je suis à
13 sur la piste de vertu, ce qui me donne 5 points bonus. On va ensuite perdre 2 points par carte de dette non remboursée. Donc j'en ai une qui est ici, donc moins 2 points. Je vais gagner 1 point par ressource d'or et de marbre restante. Donc j'ai 2 marbres et une ressource d'or, ça me fait 3 points supplémentaires. Ensuite, chaque lot de 10 pièces d'argent va donner 1 point. J'en ai pas assez pour faire 1 point. Et pour chaque paire d'ouvriers que j'ai en prison, je vais perdre 1 point. Donc j'ai 2 ouvriers en prison, ce qui va m'enlever 1 point. On va cumuler ça ensemble pour faire notre score final. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est le plus haut sur la piste de vertu. Et si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a le plus d'argent. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Architecte du Royaume de l'Ouest. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Architecte du Royaume de l'Ouest? Et pour vous dire ça, j'ai un invité avec moi. Donc, j'ai décidé d'inviter Vincent à vous partager, lui aussi, sa critique du jeu. Vous le connaissez sûrement déjà si vous avez écouté un peu notre podcast Un Board Game Presque Parfait. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et je sais que c'est une série de jeux que tu adores aussi, que tu as joué beaucoup. Donc, oui, ton expertise sera la bienvenue pour cette critique. On va commencer avec les côtés positifs, un peu comme tous les jeux de la trilogie. Moi, je suis un grand fan du côté artistique. Donc, les belles illustrations de Domiko, qui a notamment fait beaucoup de jeux dans le jeu de société, là, qui a fait toute la trilogie avant de la mer du Nord, qui a fait aussi tous les jeux de la série Valeria, entre autres. Oui, c'est vrai. Endless Winter, qui s'en vient cette année, qui est aussi de cet artiste-là. Donc, j'adore tout le temps son style. C'est un style un peu cartoon, mais je trouve que c'est un cartoon sérieux, tu sais. Pour le thème, en Ouais, plus, là, un peu historique, là. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est beau son visuel. Autant dans les personnages que sur le plateau là, que t'as présenté. C'est impeccable. Là. Fait que ça, c'est un gros plus. Sinon, ben, le matériel du jeu aussi, c'est quand même très beau. T'as un paquet d'ouvriers en bois, les ressources aussi qui sont en bois, le plateau, les cartes, tout est de bonne qualité quand même. Il y a quand même un bon fini de protection sur les cartes. Fait que c'est vraiment de la qualité. C'est encore une fois le petit format de petite boîte carrée. Donc un format très compact qui prend pas beaucoup de place dans votre ludothèque, ce qui est quand même peut-être un avantage si vous avez beaucoup de jeux. Moi je l'ai mis comme avantage, je l'ai aussi mis dans la liste des désavantages. Ouais, je reviendrai peut-être tantôt. Ouais, ça aussi je comprends, moi aussi j'y pense. C'est ça, quand t'achètes la première extension, le lead, ouais, c'est ça. Il y a de la misère un peu. Sinon, côté gameplay, ben je pense que premièrement, c'était une bonne idée de commencer avec lui dans la trilogie parce que c'est clairement le plus simple des trois. Oui. Et de loin, là, comparé aux deux autres, là, en complexité, le nombre aussi de mécaniques à l'intérieur du jeu. Donc, on est vraiment dans le placement d'ouvriers, j'allais dire de base, là, ils ont quand même mis ces petits twists, mais ça reste que je mets un ouvrier sur le plateau, puis j'active l'action selon le nombre d'ouvriers que j'ai. Ça peut influencer l'action, puis c'est pas mal ça en général. Tu ramasses des ressources, tu recrutes des artisans, tu construis des bâtiments, tu construis la cathédrale. Ça tourne pas mal autour de ça. Fait que c'est dans le sens qu'il n'y a pas tant d'options que ça. Fait que ça reste un jeu qui est pas très complexe, puis qui est quand même facile à prendre en main. Ouais, c'est vrai ça. C'est peu réduire. Je pense que la seule twist, c'est quoi? C'est le côté prise de risque qui est super intéressante là, dans le placement d'ouvriers. C'est dans le sens que au lieu de bloquer les endroits, c'est que tout le monde va se ramasser à la même place. Puis plus tu vas visiter le même endroit, plus il va être payant. Donc, j'y vais dessus une autre fois encore, ça va être très payant, mais les autres vont peut-être vouloir venir te capturer, qui est la deuxième. Qui est le deuxième point super intéressant là, du placement d'ouvriers. Non, ces mécaniques-là aussi, là, côté gameplay, moi aussi, j'ai vraiment trippé là-dessus. Là. Ouais, puis ce côté-là, justement, de capturer les ouvriers des autres joueurs, ben, ça rajoute quand même un côté d'interaction qui a un impact dans le jeu. Parce qu'en capturant les ouvriers d'un autre joueur, ben, je l'empêche de profiter d'une action vraiment très efficace et qui ramasse 5-6 ressources d'un coup. Il ne faut pas que je laisse ça trop longtemps. Il faut que j'aille les capturer. Puis en même temps, toi, en les capturant, ben, là, tu peux aller chercher de l'argent en allant les livrer à la prison. Fait que c'est bon pour toi de le faire. C'est ça. Côté stratégique pour empêcher ton joueur d'avoir des bonnes actions. Mais en plus, ça te donne une ressource que tu vas avoir de l'argent avec. C'est ça, c'est que tu le feras jamais juste pour nuire à l'autre joueur. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est pas négatif pour être négatif. T'as de quoi en tirer. Fait que ça, c'est bien pensé aussi. Ouais, puis c'est quelque chose qui est assez rare dans un jeu de placement d'ouvriers, de l'interaction comme ça.
souvent l'interaction c'est je bloque l'emplacement où j'ai placé des ouvriers. C'est pas tant le cas dans celui-là. La majorité des emplacements, tout le monde peut y aller, sauf au marché noir, que les emplacements sont plus limités. Mais c'est vraiment sur l'interaction puis la twist de la prison. Je pense que c'est quelque chose qui est assez propre à lui, qui fait qu'il se démarque des autres jeux de placement d'ouvriers. Écoute, on a à peu près les mêmes points positifs. Peut-être un mot sur l'iconographie. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là. C'est super... écoute, pas compliqué. Tu pourrais jouer dans une version peu importe la langue. Je pense que si tu connais les icônes, ça va super bien. C'est super facile. C'est assez intuitif. Puis, écoute, c'est le trademark des créateurs de la compagnie. C'est une iconographie qui te suit d'un jeu à l'autre, d'une trilogie à l'autre. Ça, c'est brillant. Je veux dire, t'en as parlé avec ta vidéo de Paladin, probablement, puis éventuellement Vicomte, puis je veux dire, c'est super clair. Donc, une fois que tu as compris ça, tu l'as bien maîtrisé, c'est super bien fait, là. Fait qu'il y a ça. Sinon, le reste, je suis d'accord avec toi, l'art. Le thème aussi, peut-être qu'on pourrait en parler dans les autres, mais je pense que dans sa trilogie des Royaumes de l'Ouest, c'est celle que le thème est peut-être un peu plus collé, je pense, sur le jeu. T'sais, je me sens comme un architecte un peu plus, peut-être, que dans Paladin, je me sens peut-être pas nécessairement comme un paladin. C'est un peu plus abstrait, là. Puis il y a la petite thématique aussi de la corruption versus la vertu, là, qui est un peu le thème, en fait, de cette trilogie-là. C'est un concept qu'on va retrouver dans les 3 jeux. Est-ce que c'est bien utilisé dans celui-là? Qu'est-ce que t'en penses? Bonne question. Ben, c'est sûr que... oui, parce qu'il était un peu intégré dans celui-là. Fait que c'est sûr que si t'es négatif, tu vas aller au marché noir. Si t'es positif, tu peux travailler sur la cathédrale, ce que tu peux pas faire si t'es corrompu. Oui, si t'es corrompu, t'as des rabais. Si t'es vertueux, tu fais plus de points. Moi, je pense que je pense que oui. C'est quand même un bel ajout là, de tout le temps penser à ça. Fait que pour le thème, oui, moi je trouve que le thème est super bon. Comme tu as dit, qualité du matériel, je suis d'accord avec toi. J'ai aimé aussi, tu sais, c'est quand même, tu dis que c'est le plus simple de la série. Quand on a fait le podcast, tu disais familial plus. Ouais. Il est quand même facile d'apprentissage. Et puis, ce que j'aime de celui-là comparé à d'autres jeux, c'est que ça reste quand même un jeu à moyen terme. Tu as une main de cartes, tu sais un peu les 2-3 prochains tours vers quoi tu t'en vas, mais t'es pas déjà en train de préparer nécessairement ton endgame. Fait que tu sais, je veux construire tel bâtiment, ok, ça me prend telle ressource, tel artisan, je travaille pour ça. C'est comme un but à moyen terme, fait que c'est plus facile d'être guidé si t'es pas habitué dans ce genre de jeu-là. C'est ça. Fait que là-dessus, j'aime aussi que les personnages aient des pouvoirs asymétriques si tu veux. T'as les deux options. De l'autre côté. Là. Fait que déjà dans un jeu comme ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux arriver dans le board puis c'est un peu je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, là, c'est un peu salade de points. Mais en ayant un personnage asymétrique, ça dirige déjà un peu ton engin. Fait que ça, moi j'aime ça aussi. C'est essentiellement mes points positifs, je pense. Il y a un mode solo, je sais pas, tu as essayé le mode solo? Je l'ai pas essayé celui-là, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mode solo, tu peux le combiner à 2 joueurs aussi, le Thomas. Fait ça, c'est le fun. D'ailleurs, si tu me permets de parler justement du mode solo, tu l'as ici. Tu as un deuxième livre dans les règles d'architecte, pardon. Qui met. C'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres jeux. Moi, c'est un point positif, c'est que tu as l'explication de toutes les cartes. T'sais, chaque carte que tu as dans le jeu revient ici. C'est sûr que on disait que les icônes sont assez claires. En général, 95% du temps, tu vois la carte, tu comprends, mais la seule fois que tu ne comprends pas, tu n'es pas obligé d'aller sur un forum, là, tu vas sur là-dessus. Puis le deuxième livre aussi, les règles solo. Souvent en solo, tu vas vouloir jouer avec le Thomas, tu vas peut-être faire référence un peu plus souvent aux règles. Je trouve que de l'avoir mis dans un livre à part, c'est super intéressant. Puis tu as la même affaire avec les cartes de bâtiment. Donc, un bel ajout pour ce qui est des règles, selon moi. Puis je trouve aussi que, même si c'est un jeu simple, qui est facile d'approche pour le style placement d'ouvrier, je trouve que c'est un jeu qui peut autant être joué par un joueur d'expérience qu'un joueur qui est plus novice. Ouais. T'es pas nécessairement désavantagé par rapport à l'autre joueur, même si t'as moins d'expérience dans ce type de jeu-là, je pense. Non, je pense que t'as raison. Fait que ça aussi, c'est une belle qualité. Si justement, vous êtes un joueur expérimenté, vous voulez initier des gens à ce style de jeu-là, mais je pense que ça peut être un beau jeu pour le faire parce que justement, tout le monde va être un peu sur le même pied d'égalité. Fait qu'une autre belle qualité pour Architect.
Puis peut-être pour finir ces côtés-là, il y a des extensions qui existent. Moi, je les ai pas jouées. Toi, je pense que tu les connais. Ouais, j'ai joué la première, l'âge d'artisan. L'autre, au moment où on se parle, elle n'est pas arrivée au Québec ou elle doit être sur des bateaux, la version anglophone, les bateaux en mer. Oui, en fait, ils viennent corriger certains points négatifs moi que j'avais. On pourra peut-être parler après des points négatifs. Mais essentiellement, ce que vient faire l'extension, c'est pimper certaines cartes. C'est que tu vas recruter dans le jeu, tu vas recruter des apprentis. Et là, tu vas pouvoir, avec l'âge des artisans, tu vas pouvoir leur donner des autres outils. Donc, bonifier un peu bonifier un petit peu tes apprentis. Tu vas avoir aussi une mécanique pour flusher des cartes du marché. Parce que tu as tout le temps accès à 8 cartes dans le jeu. Puis c'est drôle parce que la fois qu'on a fait le podcast, on a joué au jeu, c'est arrivé à toi puis moi qu'on avait besoin d'un type d'icône. Il y a 3 icônes seulement dans le jeu. Ils ne sortaient pas. Ouais. Fait que là, ils ont corrigé ça avec pour recycler le marché plus vite. Pour recycler le marché. Puis voilà, je pense qu'il y a aussi tu as un artisan de plus là, qui permet d'agir comme pas des artisans, mais des ouvriers. Tes ouvriers, tu as un ouvrier plus gros qui te permet d'avoir un petit bonus quand tu l'utilises. Mais essentiellement, elle n'est pas nécessaire. Puis moi, je dirais même que si vous n'avez pas l'intention de vous la procurer, j'irais quand même télécharger le PDF des règles. Okay. Puis quand on avait joué, on avait utilisé une des règles de commencer le jeu. Pour accélérer avec un artisan. C'est ça. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est une belle extension, mais elle n'est pas nécessaire, mais elle est fun. Super. Et pour les côtés négatifs, on va commencer évidemment avec la fameuse boîte. Donc oui, elle est bien pratique, c'est super compact. Sauf que la journée que tu veux les extensions, ben, c'est fini. J'imagine que ça rentre plus. Non, c'est ça. Voilà. Fait que c'était peut-être pas une si bonne expérience. Mais en fait, c'est que pour Architect, c'est encore limite. C'est qu'ils se sont comme pas obstinés, mais ils ont comme gardé le même. Garfield Game a gardé le même trademark, si on veut, là, de tout le temps garder le même format, puis éventuellement, quand les autres jeux vont sortir, ça suffit plus. Ouais, puis ils vont te sortir une big box, fait que là, faut que tu rachètes d'autres affaires de plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, pour le gameplay, moi, je me pose la question, puis tu vas peut-être pouvoir y répondre vu que tu as joué un peu plus que moi. Est-ce que d'aller dans le fond de la piste de corruption vaut vraiment les bonus que tu vas avoir, puis tu vas avoir le temps de remonter pour pas avoir la pénalité de points à la fin de la game? Est-ce que cette mécanique-là est viable? Est-ce que cette stratégie-là est viable? Moi, j'ai des doutes là-dessus, si c'est si avantageux que ça. Je sais que l'auteur lui-même admet que la stratégie de la cathédrale est un petit peu plus facile. Ouais. Ça se fait parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà vu des joueurs. C'est plus linéaire, ça, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est plus simple. Ben, pas juste plus facile, c'est même petit avantage stratégique. L'extension corrige ça parce que là, tes bâtiments vont avoir plus de pouvoir. Donc, tu sais, les cartes que tu peux, que je disais, tu as des cartes d'artisans qui peuvent venir modifier pas tes ouvriers, mais tes apprentis. Okay. Ils peuvent aussi servir à tes bâtiments. Fait que là, en y allant plus avec les bâtiments que la cathédrale, tu trouves plus d'options. Donc, là, la stratégie de la corruption est peut-être un peu plus intéressante. Puis, si tu joues en mode asymétrique, il y a certains personnages qui vont commencer plus bas. Donc, sur la traque de corruption. Donc, ils vont être plus corrompus. Fait que c'est plus facile pour eux autres de remonter que de descendre et de remonter, je pense. Mais, ouais, je pense qu'il y a encore il y a un petit déséquilibre. Là. Mais je pense qu'un joueur expérimenté. Tu disais qu'un expérimenté va jouer contre un joueur qui l'est moins, mais c'est peut-être le moment d'y aller là, justement là-dessus. Je pense. Là. Sinon, avais-tu d'autres choses par rapport aux points négatifs? Je disais que l'extension réglait le problème justement du recyclage du marché. Ouais. Sans ça, puis ça, je pense que même sans l'extension, tu peux rajouter pas une règle maison, mais appliquer cette règle-là, il y a une façon de le faire, parce que sinon, c'est déjà arrivé que tu tournes en rond. Là. On veut construire des bâtiments, puis ça nous prend X icônes, puis l'icône ne sort pas. Ouais, puis t'as quand même 8 cartes là, sur le plateau. Fait que s'il n'est pas là dans 8 cartes, c'est le fun de pouvoir les flusher 8. Puis C'est ça. Fait que ça m'est déjà arrivé, ça nous est arrivé à notre partie. L'autre point négatif que j'ai mis, c'est ce que j'aime souvent, puis c'est peut-être plus personnel qu'un défaut du jeu, c'est ce que j'aime souvent dans les jeux de placement d'ouvriers ou de construction d'engins, c'est que plus les tours vont avancer, c'est qu'à un moment donné, certaines actions vont devenir payantes. Tandis que dans Architect, au 20e tour,
tu fais encore la même affaire. Tu places tu as besoin de bois, tu vas pas faire de combinaison pour aller chercher du bois. Tu vas placer un ouvrier. Après un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Puis là, t'en as assez, t'arrêtes. T'arrêtes. Là, tu vas faire d'autres choses. Là, tu vas piger une carte de bâtiment qui te demande du bois. Ben là, tu vas retourner faire du bois. Du bois. Tandis qu'il y a, encore une fois, l'extension va permettre d'avoir peut-être des personnages que, quand tu vas faire du bois, tu vas aussi faire un drop. Donne un bonus. Fait que là, tu vas te dire, ok, là, tu vois une combine, ce qu'il n'y a pas dans le jeu de base. Fait qu'il y a des moments, je trouve, dans une partie d'architecte où, surtout si tu joues comme à 4-5, là ton tour arrive, tu vas chercher un bois, là, ça repart. Là, ça revient à toi, je vais aller chercher mon deuxième bois. Je trouve qu'il y a certains tours qui manquent un peu de vigueur. Mais sinon, c'est pas un gros défaut, mais c'est un petit. À la fin de game, tu fais. La fin de game manque un peu de momentum. Ouais, parce qu'à la fin de game, tu fais la même chose qu'au début. Ouais, c'est ça. T'as ton cinquième, tandis que des nouveaux jeux, comme par exemple, je pense à Arnak, par exemple, où ton premier tour, tu fais des choses, mais au cinquième tour, là, ça explose. Il n'y a pas d'effet de combo de temps dans celui-là. Non, c'est juste le nombre d'ouvriers que tu as une place qui va te générer des bonus parce que l'action est meilleure, mais c'est tout. Là. C'est ça. Est-ce que c'est un négatif? Ouais. Je pense que c'est juste bon de le noter. Là. Donc, essentiellement, c'est mes petits nitpicks, je te dirais, mais pas assez pour gâcher la note. Là. Non, vraiment pas. Hein? Non, ça reste un super bon jeu. Puis je me souviens quand on a fait le podcast, si je me souviens bien, moi j'avais donné autour de 9 sur 10. Même chose. Puis là, moi aujourd'hui, là, on est je sais pas combien de mois plus tard, ça fait peut-être un an qu'on a fait ça. C'est pas 2, un an et demi, 2. Ouais, c'était quand même des premiers. Je pense, c'était-tu le premier épisode que tu as fait ou dans les premiers épisodes que tu avais fait 2, 3e, je pense. Le premier c'était Cthulhu, fait qu'on doit être autour d'épisode 8-9. Ouais, c'est ça fait quand même longtemps. Moi, je vais lui donner une note de A. Donc, ça reste pour moi un excellent jeu. Je pense que c'est un jeu qui a quand même bien vieilli. C'est aussi une super belle porte d'entrée, que ce soit pour le jeu de placement d'ouvriers, que la trilogie au complet des Royaumes de l'Ouest. Ouais. Parce que justement, vous allez vous familiariser avec l'iconographie, ce qui va vous permettre d'apprendre les règles des deux autres plus facilement parce qu'ils sont effectivement plus costauds là, niveau complexité, niveau règles. Donc déjà, si tu connais les icônes, tu connais leurs effets, ça va être plus facile à embarquer dans les deux autres, qui sont des expériences un peu plus profondes et complexes. Je vais aller avec A aussi. Yes! Double A! Pas besoin de la calculatrice. non, il est très bon pour vrai, pour tous les points que tu as nommés. Écoute, j'ai rien d'autre à rajouter. Il est beau. Il est beau, il est de qualité. Il est le fun à... Il est le fun à utiliser, les cartes, tout le matériel, et ça coche. Ouais, une belle expérience de jeu, puis encore même après quelques années de sortie. C'est un beau jeu, justement, pour ouvrir la porte sur l'univers des jeux de société, parce que, justement, il y a comme le sweet spot de... Oui, il est simple, mais un joueur expérimenté va avoir du fun, un joueur nouveau va avoir du fun. Tu sais, ce genre de jeu-là, il n'y en a pas tant que ça qui l'ont, cette qualité-là. Non. Puis lui, je pense que ça fait partie de ses forces. J'ai joué avec des gens qui... leur expérience de gaming ultime, c'était, mettons, Seven Wonders. Ouais. Tu sais, t'es des gens qui ont le pied dedans, mais pas encore. Puis ça, habituellement, c'est un hit. Ouais, un bon coup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de janvier 2022, dans lequel vous pourriez remporter le jeu Dice Farm. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de placement d'ouvriers favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous avez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. On vous souhaite tous à la maison une excellente fin de journée et continuez de gamer. Le troisième mois de temps.